Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à ce premier webinaire sur la maladie de Von Willebrand, notamment sur la prestation de soins et le diagnostic dans les environnements à faibles ressources. Donc, je remercie la FMH d'avoir lancé cette initiative en faveur du diagnostic et des soins apportés aux personnes atteintes de la maladie de Willebrand dans le monde entier. Donc voilà notre programme pour aujourd'hui. Nous allons dans un premier temps parler des inégalités à l'échelle mondiale dans les registres de personnes atteintes de la maladie de Von Willebrand. Et puis nous évoquerons ce sondage sur les connaissances et l'accès aux soins qui s'est tenu auprès des personnes donc, atteintes de la maladie de Van Willebrand dans la région méditerranéenne de l'Est. Et puis, nous verrons comment adapter les directives nationales pour la gestion, donc le diagnostic et le traitement de la maladie de Van Willebrand dans les pays à faible revenu. Et puis, nous parlerons des activités de plaidoyer pour la maladie de Van Willebrand, donc encore une fois dans les environnements à faible revenu ou revenus intermédiaires. Et puis, nous écouterons les dernières actualités du registre des troubles de la coagulation à l'échelle mondiale de la part de la FMH. Nous aurons à la fin une séquence courte de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à réserver vos questions, vos commentaires également. Nous sommes toujours friands de recevoir vos commentaires, votre feedback. Nous aurons donc un espace réservé à cela à la fin de cette séance. Je vais présenter les orateurs d'aujourd'hui. Donc, je suis Michel Lavin. J'ai développé des recherches sur la maladie de Willebrand en Irlande. Nous aurons également Claudia Kayat qui est hématologue pédiatrique à l'hôpital Hôtel-Dieu de France de Beyrouth au Liban. Elle est membre du comité sur la maladie de Von Willebrand et les troubles rares de la coagulation de la FMH. Et puis, nous aurons également avec nous Augusto Federici. Augusto Federici est hématologue, consultant à l'hôpital universitaire Sacco et professeur enseignant d'hématologie à la faculté de médecine de l'Université de Milan, en Italie. Il est actuellement coordinateur scientifique de l'étude prospective sur les registres internationaux et les inhibiteurs de type 3 de Van Willebrand. Il est membre du comité sur la maladie de Willebrand et les troubles rares de la coagulation de la FMH. Nous aurons également avec nous aujourd'hui Jeko Tachil. Il est professeur à l'Université de Manchester et consultant en hémostase et thrombose au Manchester Royal Infirmary au Royaume-Uni. Ses recherches portent sur les nouvelles thérapies contre l'hémophilie, l'anticoagulation des maladies rénales, etc. Émilie Ayoub, enfin, s'exprimera également. Elle est gestionnaire des données de la recherche à la FMH et depuis 2020, elle gère le registre mondial des troubles de la coagulation. Et elle nous parlera justement des dernières mises à jour en la matière. Bien, je vais moi-même commencer donc aujourd'hui pour vous évoquer les inégalités à l'échelle mondiale dans les différents registres de la maladie de Von Willebrand. C'est un problème qui a été euh, détecté déjà depuis bien longtemps, n'est-ce pas? Les fortes disparités entre les différents registres selon les différentes régions du monde. Voilà, mes déclarations d'intérêt. Bien, nous savons tous que la maladie de Von Willebrand est un trouble de la coagulation héritée qui provoque des saignements importants et donc, les personnes peuvent expérimenter une épistaxie ou des saignements menstrueux importants ou des saignements à d'autres articulations. Et si euh, ces saignements sont surtout expérimentés par les personnes atteintes de Van Willebrand, bien souvent, lorsque ces personnes se plaignent auprès des médecins, les symptômes ne sont pas identifiés comme la maladie de Van Willebrand.
Donc, bon nombre de personnes vivent avec la maladie de Van Willebrand sans le savoir, sans avoir été diagnostiquées. Et c'est un problème important, bien sûr, parce que concernant les saignements importants, menstruaux, euh, cela provoque un inconfort important au quotidien. Euh, En cas de chirurgie, cela présente un danger majeur, ou en cas d'accouchement également. Et puis, concernant les rendez-vous chez le dentiste, les extractions de dents peuvent se transformer en événements traumatiques à cause de ces saignements trop abondants. Alors, où en sommes-nous actuellement? Eh bien, selon la FMH, les inégalités en termes de santé sont des différences systématiques dans l'opportunité qu'ont des groupes de personnes différents à atteindre une santé optimale, ce qui conduit donc à des différences injustes et qui pourraient être évitées en matière de résultats de santé. Donc, quel est le degré ah, de, de, de prévalence de la maladie de Willebrand? Eh bien, il y a des estimations qui ont été effectuées et on estime que de 1 à 2 des personnes atteintes de la maladie de Van Willebrand ont des niveaux réduits de la maladie, de 0,1 ont des niveaux faibles et des saignements. Et en revanche, donc certains présentent la forme la plus sévère, c'est-à-dire le type 3 de la maladie de Van Willebrand, 1 sur 1 million, une personne sur 1 million environ. Donc, pour résoudre cette situation de disparité, en 2020, la FMH a lancé un appel à l'action pour fournir une opportunité aux organisations nationales membres de partager leurs connaissances pour promouvoir des soins adéquats et un traitement pour toutes les personnes atteintes de la maladie dans le monde entier. Donc, nous avons ensuite essayé d'évaluer cet appel à l'action. Donc, à cette époque, nous avons tout d'abord pris les données de 2018-2019, notamment récoltées grâce à ce sondage mené à l'échelle mondiale en 2019. Et puis, nous avons utilisé également les données mondiales de la Banque mondiale de 2019 sur l'ensemble des données de la population, revenus, stratification régionale, etc., pour effectuer une comparaison. Donc, nous en avons déduit des taux de prévalence. La prévalence concerne donc le nombre de personnes affectées par la maladie. Il faut bien sûr, pour avoir ces données, avoir les données de diagnostic, avoir un registre de ces personnes. Par conséquent, cela ne représente pas la réalité, notamment dans les différentes parties du monde, mais c'est une première estimation de la quantité de personnes atteintes. Donc, quels sont les chiffres? Eh bien, dans les pays à revenus élevés, nous en sommes à 1 sur 10 000 concrètement enregistrés et diagnostiqués. Donc, Euh, nous passons par contre à 1 sur 1 million seulement dans les pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure ou les pays à faible revenu. On voit donc immédiatement que des millions de personnes ne sont tout simplement pas diagnostiquées dans le monde. On voit ici le nombre de personnes identifiées malades de la maladie de Van Willebrand par rapport à la population totale. Donc, on voit bien immédiatement que ce sont dans les pays à revenus élevés que la quantité de personnes diagnostiquées et enregistrées est la plus importante. On voit également que certaines régions n'ont aucune couleur, ont des couleurs très, très pâles, donc il n'y a quasiment aucun diagnostic, aucun registre. Si l'on regarde par exemple le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie, ce sont des régions qui représentent 69,2% de la population totale et pourtant elles ne représentent que 12,6% de la population de patients
atteints de la maladie de Van Willebrand. Et puis, regardons maintenant les taux d'enregistrement dans le monde. Ils sont bien sûr plus élevés donc dans les Amériques et en Europe. Et on voit donc immédiatement que ces taux d'enregistrement sont influencés grandement par le, la quantité de revenus, le niveau de revenus de ces pays. Et si l'on regarde plus précisément les patients atteints de la maladie de Brand de type 3, on voit que cette proportion est plus élevée dans les pays à faible revenu, en fait, tout simplement parce que les formes les plus sévères sont les plus facilement identifiables et cela signifie que de bon nombre de personnes ne sont pas diagnostiquées, ce sont celles qui ont des formes les plus légères. On le voit ici sur ce graphique que ce sont les formes les plus sévères euh, qui sont diagnostiquées plus facilement dans les pays à faible revenu. Et tout cela, par contre, est influencé par les réseaux HTC, les centres de traitement de l'hémophilie, dispersés dans le monde. On voit ici que plus les réseaux sont de bonne qualité, ou plus il y a de centres de traitement de l'hémophilie et plus il y a de personnes identifiées comme atteintes par la maladie de Van Willebrand. Et cela n'est Alors, ici, on voit la différence entre les hommes et les femmes. Alors, cela n'est pas surprenant. Les femmes sont plus susceptibles d'être atteintes de la maladie de Van Willebrand. Mais on voit toutefois des relations là aussi, des disparités entre les différentes régions du monde. On voit qu'en Amérique du Nord, en Amérique latine également, et en Europe, les femmes sont beaucoup plus représentées dans les patients. Et là encore, dans le Moyen-Orient, l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud, on a des taux beaucoup plus élevés d'hommes diagnostiqués. Et je crois que c'est simplement parce que les personnes associent plus facilement l'hémophilie aux hommes. C'est une question là, culturelle, de sensibilisation, de stigmate également, parce que l'on considère enfin, que les saignements abondants ne sont pas un symptôme pour les femmes. Il y a un tabou ici, toute une question culturelle. De la même façon, on retrouve ici des différences entre le niveau de revenu des pays. Les femmes sont moins représentées dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. On le sait, des obstacles sexistes existent dans les troubles de la coagulation. Il y a bien souvent des délais de diagnostic, notamment concernant les saignements anormaux. Dès qu'un garçon a des saignements, on pense à l'hémophilie, mais cela n'est pas forcément le cas pour les filles. Et par cela, on nie donc l'accès aux soins d'un grand nombre de personnes. Il y a un fossé encore à combler concernant les diagnostics et les traitements à mettre en place dans de nombreuses régions du monde. Une expertise est requise également pour interpréter les données issues des tests et des diagnostics. Donc, qu'est-ce qui est nécessaire? Eh bien, tout d'abord, une meilleure reconnaissance des saignements anormaux. Il s'agit également d'accéder à des stratégies de diagnostic simplifiées et plus bon marché pour la maladie de Von Willebrand. Et puis, nous avons besoin également d'un traitement pratique, de plans de gestion qui peuvent être mis en œuvre en toute sécurité dans les environnements à faibles ressources. Et puis, il faut poursuivre les activités de plaidoyer, de sensibilisation. Donc, la visibilité est un élément clé. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui.
Et nous insistons encore et toujours sur l'importance des registres des troubles de la coagulation. Sans ces registres, euh, sans cet enregistrement, reconnaissance de la quantité de personnes dans le monde atteintes, il n'est pas possible d'agir effectivement. N'hésitez pas à envoyer vos questions à l'issue de ce webinaire. Si vous avez des idées, des, euh, des, euh, des, des commentaires, nous sommes ravis de vous entendre pour améliorer encore et toujours notre travail et trouver des solutions aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je voudrais maintenant donner la parole à notre orateur suivant, la professeure Claudia Kayat. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Quelle est la région de la Méditerranée orientale? C'est une région avec 20 pays. Ces pays ont constitué un réseau il y a quelques années qui s'appelle EMET. Ici, nous pouvons voir, selon l'enquête de la FMH, la quantité de personnes atteintes de la maladie, c'est de 10 sur 100 000. Donc, c'est une prévalence inférieure à celle d'autres pays. C'est pour cette raison qu'une enquête sur Google a été créée dans le groupe Mnet pour recueillir des informations sur le diagnostic de la maladie de Willebrand et de sensibilisation dans cette région. Cette enquête consiste de 25 questions, multiple choice, et l'enquête a été envoyée à travers un formulaire Google à 250 hématologues dans 20 pays et nous avons n'obtenu que 74 répondeurs. Ce que nous avons retrouvé en premier lieu a été concernant les outils de dépistage. Le score de saignement standardisé a été utilisé, c'est-à-dire qu'un 4% ne l'utilisait pas du tout. Il y avait pour des raisons personnelles ou pour d'autres questions. Concernant les tests de labo disponibles, la plupart pour le diagnostic et pour le suivi utilisent l'APTT, le facteur 8, l'antigène de Willebrand et l'activité de Willebrand représentée par le RCO. Seulement 25 pourcent de répondeurs avaient accès à RIPA et la plupart considéraient que ce dont il avait accès étaient les outils nécessaires et essentiels pour le test. Comment est-ce que l'on classifie les patients, surtout selon le type de la maladie? Et la classification par type euh, semble être important pour les répondeurs pour proposer différents tests et pour proposer différentes modalités de traitement. Seulement 3% des répondeurs disaient que la classification était inutile. Ce que l'on peut ajouter concernant le diagnostic, c'est les analyses des résultats selon les pays signalent une divergence de ressources entre les pays, une divergence dans la réponse dans le même pays. Il y a une faible communication entre les centres dans le même pays. Et ce qui est important, il n'y a pas de corrélation entre la disponibilité des tests de labo et le taux de diagnostic. Si l'on passe au traitement maintenant, nous pouvons voir que l'acide tranexamique est disponible dans la plupart des pays. DDAVP, le DDAVP est disponible pour 50% de répondeurs. Il n'est pas utilisé suffisamment le concentré de Willebrand et le facteur de Willebrand, le facteur 8. Il y a le facteur est devenu plus disponible grâce au programme de donation, mais il y a plus de 50% qui sont traités avec le plasma frais gelé au manque de disponibilité du concentré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement suffisant pour tous. Le test de DDPA le test de DDAVP
AVP n'a jamais été proposé par plus de 50% de répondeurs parce que le DDAVP n'est pas disponible dans le pays ou bien parce que les médecins ne sont pas familiarisés avec le produit. Ce que l'on peut dire, c'est que 24% désirent de proposer le test, tandis que 15% n'ont pas proposé le test du tout. Par rapport à l'étude de pharmacocinétique, la plupart n'ont pas proposé une telle étude. Si l'on considère la prophylaxie, il y a très peu qui bénéficient de la prophylaxie à cause du manque de disponibilité de produits ou aussi à cause du manque des traitements à domicile. Les indications de prophylaxie coïncident avec l'indication recommandée, mais par exemple, dans les cas des ménorragies, presque 60% ont démontré qu'il y a une certaine réticence pour la thérapie hormonale dans cette population. Effectivement, si l'on considère le traitement de la ménorragie, vous allez voir que la thérapie hormonale n'est pas paradigmatique. Il y a des pays, et tandis qu'il y a des pays qui ont un accès insuffisant au concentré des facteurs. Si l'on passe aux chirurgies, presque 60% ont une expérience en matière de chirurgie et 40% dépendent seulement de l'évaluation clinique pour le suivi durant la chirurgie, sans test de labo. En fait, seulement 22,4% utilisent des tests, des examens de labo durant la chirurgie. Et pour le reste, c'est difficile d'obtenir des résultats dans les cadres chirurgicaux. Et pour les traitements, ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a une divergence de ressources entre les pays, une divergence en réponse, en matière de réponse dans le même pays. La DDAVP n'est pas disponible dans presque 50% des pays. La thérapie hormonale est toujours un tabou et les tests de laboratoire ne sont pas considérés parfois comme nécessaires pour un patient. Si l'on considère les registres, 62,3% n'ont pas de registre et la plupart n'ont pas encore un programme de sensibilisation. Et lorsque l'on demande sur la nouvelle directrice sur la maladie de Wildebrandt, 28% ne la connaissent pas et la plupart disent que la directive a changé quelques aspects de leur pratique. Donc, l'espoir pour l'avenir, c'est d'avoir une carte à une seule couleur, ce que signifierait une vraie égalité pour tout le monde atteint de la maladie partout, euh, dans tout le monde. Donc, la détection des patients n'est pas mauvaise, mais si l'on considère la disponibilité des examens des laboratoires et des traitements, mais il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Donc, nous devons souligner l'importance des campagnes de sensibilisation, une approche de laboratoire simplifiée et une meilleure et disponibilité des traitements. C'est sur ces trois aspects qu'il faut travailler. Merci. Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous mes concepts par rapport à ce que nous faisons en Italie, les adaptations nationales proposées pour les directives internationales sur la prise en charge de la maladie de Wildebrandt. Ce que nous avons fait en Italie, en fait, peut être utile pour les pays à faibles ressources car nous allons effectivement parler d'une approche simplifiée du diagnostic de la maladie de Wildebrandt. Voilà mes conflits d'intérêts. Je suis sûre que après ma présentation, je me rends compte que c'est assez facile de comprendre que, en théorie, nous savons que la maladie de Wildebrandt est la plus habituelle des troubles de la coagulation en matière de troubles de coagulation héréditaire. Et c'est à cause d'une série de facteurs quantitatifs et qualitatifs. Le facteur Wildebrandt, par exemple, il ne s'agit pas d'une protéine de coagulation
dans les formes plus sévères comme les types 1 et 3, le facteur 8 est aussi réduit. Donc, c'est un aspect qu'il faut adresser lorsque l'on parle de ce type de patient. En dépit de la nature hétérogène et complexe des défauts de Wilbrand, au moins dans le centre où nous prenons en charge l'hémophilie de ces patients, en général, les patients peuvent être diagnostiqués de manière assez efficiente. Donc, si l'on le compare, la comparaison avec l'hémophilie est extrêmement utile à cause du rôle le rôle multifactoriel d'un diagnostic, un diagnostic de labo correct requiert un ensemble de 7 à 10 examens assez chers qui ne sont pas toujours disponibles dans plusieurs centres, mais ces tests sont utilisés pour déterminer la gravité de la maladie. Dans les cas du facteur Willebrand et les anomalies, nous avons besoin de plus d'un examen. En fait, si nous voulons considérer la desmopressine qui a été proposée par les directives internationales, parfois, nous avons besoin de plus de 7 tests de labo. Le diagnostic clinique de laboratoire est essentiel pour identifier une maladie de Willebrand légère et nous pouvons par exemple, avoir besoin d'un stimulus avec la desmopressine ou dans les cas les plus sévères, on peut être dans la situation de faire recours au facteur de Willebrand au facteur 8. Comme la FMH a dit qu'il est important d'améliorer la sensibilisation. Un des aspects que nous devons fournir aux pays à faibles ressources, c'est de comment faire un diagnostic tout en consacrant moins d'argent pour le traitement de cette maladie et son diagnostic. Eh bien, ici, je ne vais pas me pencher sur les détails de ce diagramme, mais voilà les aspects les plus importants que j'aimerais signaler. Voilà ce diagramme de flux qui a été publié dans les directives internationales en 2021. Nous voyons la quantité de tests qui sont nécessaires pour bien diagnostiquer les différents types de la maladie de Willebrand. Mais ce qui est l'aspect le plus important passe par considérer comment ou pourquoi un patient atteint de la maladie de Willebrand saigne. Il y a trois côtés, trois aspects dans un aspect. Dans un côté, nous avons les plaquettes. Nous le voyons dans le GP1B, l'adhésion. Puis, nous avons un autre récepteur, c'est le facteur Willebrand de Willebrand qui joue un rôle fort important. Et ensuite, nous avons l'union du facteur au collagène et à la matrice sous-endothéliale. Mais comme le facteur de Willebrand est porteur du facteur 8, les niveaux du facteur 8 doivent être gérés de manière indépendante car le facteur 8 est présent au niveau normaux dans toute la maladie parce qu'il n'y a pas de défauts génétiques exprimés par rapport au facteur 8. Or, un autre point important, c'est que nous ne pouvons pas bien diagnostiquer la maladie de Willebrand si nous ne remplissons pas les trois critères, les antécédents des saignements, le, les côtés plaquettaires et côté sous-endothélial aussi, et aussi la situation des gènes autosomiques dominants. Donc, qui est en premier lieu. La première interaction du facteur de Willebrand passe par les plaquettes. Donc, nous devons effectuer un essai pour détecter l'activité du facteur Willebrand indépendamment des plaquettes. Nous avons ce facteur-là, RCO, mais nous avons d'autres tests qui sont maintenant disponibles commercialement. Et ces tests c'est de reproduire la circulation du domaine GP1BR, GP1BM. Donc, nous avons quatre catégories. Une de ces activités est liée à
un fonctionnement adéquat. Donc, voilà les endroits d'union avec le collagène qui peut être exprimé. Nous avons également des essais qui sont disponibles dans le marché et qui, en fait, interagissent les uns avec les autres. Et par conséquent, il y a différents domaines liés au collagène. Pourquoi est-ce que cet essai est tellement important? Parce que il est un marqueur substitut de la présence de ce que nous voyons dans la circulation de ces patients-là. Et il peut être utilisé comme un substitut pour les différents sites ou les différents endroits. Donc, nous avons essayé de mettre en place une petite collaboration entre les centres d'Italie et quelques centres en Chine. Donc, nous voulions avoir les antécédents familiaux pour fournir un diagnostic de la maladie type 3. Nous n'avons pas besoin de détecter l'activité du facteur de Wilprand parce que ce sont des petits détails. Mais si nous mesurons l'activité du collagène et l'activité des plaquettes, le facteur 8 versus l'antigène, nous serons en mesure de distinguer entre les types 1 et les types 2 de la maladie. Et même la première journée du diagnostic, nous pouvons obtenir un consentement informé et nous pouvons réaliser un essai des desmopressin. Et nous pouvons aussi faire un décomptage de plaquettes sans utiliser les d'autres aspects, d'autres composantes. Donc, nous pouvons entreprendre cette approche pour le diagnostic si nous avons une mauvaise quantité de plaquettes et il y a une divergence vis-à-vis du collagène. Et l'activité versus l'antigène, c'est quelque chose que nous pouvons détecter. Nous serons en mesure de distinguer entre la maladie type 1 et type 2 et la divergence du facteur entre le facteur 8 versus le facteur Wilbrand et l'antigène. Donc voilà la maladie type 2 que nous serons en mesure de détecter. Donc avec avec ces composantes-là, nous serons en mesure de faire un diagnostic très simplifié de la maladie de Wilbrand. Donc, c'était une très bonne collaboration que l'on a fait entre les centres italiens et chinois. Et voilà ce que nous avons réalisé. C'était un essai aveugle en utilisant de contrôles italiens et chinois. Et puis, nous avons évalué des patients atteints de la maladie en Chine et en Italie. Donc voilà les niveaux que nous avons retrouvés. Nous avons appliqué ce protocole, le diagramme de flux que je vous ai montré il y a quelques minutes. Donc voilà un modèle assez simple. Nous pouvons avoir les valeurs initiales quand nous avons introduit la desmopressin, les infusions de desmopressin. Donc, voilà le résultat. Lorsque l'on a un type 1 de la maladie, la réponse est bonne. Donc, on peut témoigner d'une normalisation du facteur Wilprand, mais lorsque l'on a un type 2A, la normalisation de l'activité ne se passe pas. Nous avons par contre un haut niveau de l'antigène. Donc, voilà le résultat que nous avons obtenu. 27 pays patients dans un total de 45 et la réponse biologique. Donc voilà la quantité de patients qui ont témoigné d'une réponse biologique, 27 sur 45. Ici, nous pouvons observer que il y a une correction pour le type 1 de la maladie et dans ce cas-là, nous n'avons pas un décompte plaquettaire bas, mais dans le cas de la maladie 1C, c'est un de sous-types anormaux où ici, nous voyons dans l'écran que l'activité était assez basse 2 heures après les traitements. Donc, lorsque l'on a un type 2A, on n'a pas de correction, même pour l'union au collagène. Et pour le type 2M, il y a une divergence entre le type plaquettaire, l'activité du facteur n'a pas été corrigée, mais le collagène a été corrigé. Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport au type 2B? Il y a
une augmentation de l'activité, mais après 2 heures, nous avons une baisse significative du décompte plaquettaire. Par rapport au type 2N, le facteur 8 était considérablement inférieur après l'application de la desmopressine. Donc, il y avait une divergence par rapport au facteur de Wilcon. Donc, dans une seule journée, avec ces 4 essais, plus les deux comptes des plaquettes et la desmopressine, on peut arriver à un diagnostic simplifié. Cela soutient l'introduction de ce type d'approche pour la maladie dans les labos, les examens de labos mondiaux dans les pays développés et les pays à faible ressources. Et l'identification de ces patients utilisant cette approche peut réduire les coûts des labos de 50%, c'est-à-dire qui équivalent à $200. Cette approche peut être utilisée de manière prospective dans d'autres pays à basse ressources. Le problème que nous avons, c'est que la desmopressine n'est pas disponible dans tous les pays. Mais il faut dire que la desmopressine n'est pas un produit cher si on la compare avec les concentrés de facteurs. Donc, je ne veux pas prendre plus de temps parce que je pense que l'aspect le plus important, c'est que si nous avons une approche, les options thérapeutiques seront présentes même avec la desmopressine. Nous savons que, comme on a déjà dit, elle est moins utilisée que ce qui est nécessaire et nous devons le présenter au niveau mondial. Et le facteur de Wilprand, voilà ma dernière slide. Et c'est un traitement qui est sûr, secure pour la plupart des patients. C'est un traitement efficace et secure donc, pour les patients qui ne répondent pas à la desmopressine. Merci de votre attention. Bonjour à tous, je suis Geko Tatil, je suis hématologue à Manchester. Je remercie avant tout l'AFMH de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui pour améliorer le diagnostic de la maladie de Van Willebrand dans les contextes à faible ou moyen revenu. Donc, nous avons entendu trois orateurs brillants. Il m'est difficile de passer après eux. Je tiens à dire que mon exposé se base sur des données qui n'ont pas été publiées euh, euh, sur la maladie de Van Willebrand, mais sur des informations que nous avons rassemblées en personne, nous-mêmes, par donc les professionnels de santé dans les pays, dans 14 pays précisément, à faible revenu. Donc, ces trois domaines sont soulignés dans ma présentation, à savoir que les professionnels de santé euh, peuvent diagnostiquer la maladie de Van Willebrand et qu'il est possible d'améliorer grandement le diagnostic. Donc, comment savoir? Tout d'abord que nous sommes porteurs de la maladie de Van Willebrand. Eh bien, il y a plusieurs symptômes, mais sachez que très souvent, l- ces symptômes ne sont pas détectés par le personnel de santé comme associés à la maladie de Van Willebrand. Et donc, il y a notamment les hématomes qui sont courants chez ces patients et qui ne sont pas facilement détectés, sauf si ce sont des personnes à la peau très claire. Donc, qui devrait euh, évoquer ou envisager de nouvelles façons de diagnostiquer dans les pays à faible revenu? Est-ce qu'il s'agit des spécialistes de l'hémostase? Est-ce que ce sont les hématologues ou est-ce que, au contraire, ce sont les chirurgiens ou les médecins? Parce que dans la plupart des régions du monde, les hématologues ne traitent pas les troubles de la coagulation ces saignements et n'identifient pas forcément ces saignements trop anormaux. Donc, dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire,
des documents, déjà, des publications ont été effectuées, notamment sur les globules rouges et et l'anémie. Alors, il y a plusieurs publications qui ont été faites par moi-même et mon équipe. Cela a été publié en 2017 dans les journaux d'hématologie britanniques et ce sont des publications donc, qui sont consacrées aux pays à faible revenu. Donc, il n'y a pas un, un- un accent qui est mis sur ces publications sur la maladie de Von Willebrand. Donc, quelles sont les solutions pour remédier à cela et mieux identifier et diagnostiquer la maladie de Von Willebrand? Tout d'abord, il faut se concentrer sur les symptômes plus que sur le diagnostic. Nous devons sensibiliser les chirurgiens que, au fait que les patients peuvent présenter des saignements inattendus plus importants que la normale. Les dentistes également, euh, sensibiliser au fait qu'il peut se produire des saignements des muqueuses lors d'une extraction dentaire, par exemple, et qu'à ce moment-là, c'est un symptôme qui doit être euh, suivi d'effet. Et je crois personnellement que cette sensibilisation doit sortir de l'hôpital. Il conviendrait, par exemple, d'introduire cela dans les programmes scolaires, notamment les professeurs doivent être sensibilisés aux symptômes dans les écoles. Il y a, par exemple, euh, des symptômes qui sont récurrents chez certains élèves et qui doivent faire l'objet d'un signalement par les professeurs, notamment la ménorragie et les saignements des muqueuses. Et puis, qu'en est-il de l'avenir immédiat? Les réseaux sociaux ont complètement transformé la prestation de soins à l'échelle internationale et je crois qu'il conviendrait euh, de- d'utiliser cette opportunité pour améliorer la sensibilisation grâce à des défenseurs, des champions, comme on dit, qui véhiculeraient le message. Euh, il serait important, en ce sens, d'utiliser des symboles simples à identifier qui seraient relayés, par exemple, par la FMH et sur différents réseaux sociaux pour identifier toujours mieux les troubles de la coagulation et notamment donc, les symptômes associés à la maladie de Van Willebrand. Donc, si l'on voit, par exemple, ces neuf cases à cocher, ces neuf grands symptômes avec ces symboles faciles à identifier, cela est facile à identifier grâce à une analyse des antécédents de la personne. Donc, si une personne présente deux ou plus de ces symptômes, alors cette personne devrait être testée pour savoir si elle est porteuse d'un trouble de la coagulation. Il faut, je crois, faire parvenir ce, ce- ce visuel facile à identifier donc, aux dentistes, aux chirurgiens, aux sages-femmes, etc. Alors, quelles sont les inadéquations des laboratoires lorsqu'il s'agit de diagnostiquer la maladie de Van Willebrand dans les contextes à faible revenu ou à revenu intermédiaire? Eh bien, souvent, il s'agit de l'insuffisance de réactifs, de l'insuffisance de les capacités d'analyse également. Et voyons cela de plus près, les disparités géographiques dans le diagnostic des types différents de Van Willebrand. On voit sur le premier graphique, voilà, on voit les pays à gauche, les pays à revenus élevés, un grand nombre de von Willebrand type 1 sont identifiés. Et puis, dans les pays à revenus intermédiaires ou, ou- ou faibles, on voit que la proportion de type 1 est moindre tout simplement parce qu'elle n'est pas diagnostiquée. Ces personnes ne se rendent pas tout simplement chez le médecin. Et puis, autre graphique est également intéressant. Quels sont les tests essentiels et les tests non essentiels? On- il semblerait que
le test du facteur 8 est plus essentiel que le test du facteur de Van Willebrand. Pourtant, on sait que la maladie de Van Willebrand est la plus répandue. Il s'agirait donc d'accroître, au contraire, et de mettre l'accent sur le diagnostic de cette maladie. Donc, comment résoudre cette situation? Voyons le modèle Hub and Spoke. Si l'on considère les pays à faible revenu, euh, il ne s'agit pas de faire le test euh, de façon répandue. Il peut, par exemple, y avoir un test TCA et un test de plasma gelé. Et puis, on peut leur demander de geler le plasma et puis de tester cela. Et puis, il est possible également de considérer, par exemple, le PFA moins 100, 100, 200 pour effectuer un diagnostic pour détecter éventuellement un trouble de la coagulation. Et puis, les unités SPOC permettent également d'analyser les antécédents familiaux. Parce que, bien entendu, dans chaque cas d'hémophilie ou de la maladie de Van Willebrand plus particulièrement, il y a des antécédents familiaux. Et encore une fois, dans tout cela, la FMH, l'ISTH également peuvent aider à l'amélioration du diagnostic et de l'utilisation de ces outils Hub et Spoke. Alors, il est courant de parler de ces problèmes de diagnostic dans les pays à faible revenu. Donc, peut-être que le moment est venu d'utiliser davantage cette méthode Hub et Spoke et peut-être qu'il conviendrait de la valider ou de la diffuser d'une façon ou d'une autre davantage. Alors, sur ce graphique, euh, on voit la prévalence de l'anémie dans le monde entier. On voit que les couleurs les plus sombres concernent l'anémie sévère. L'hémoglobine représente de 2 à 6. Et si l'on regarde ici la prévalence par tranche de population, on voit que les enfants en âge préscolaire sont très concernés, euh, les, euh, les personnes âgées également. Donc, il y a une quantité importante de jeunes enfants ou de femmes non enceintes ou de femmes enceintes également. Ce que l'on doit mettre en relation avec, bien sûr, la maladie de Van Willebrand et l'intérêt de s'intéresser davantage à la maladie de Van Willebrand. Donc, si l'on regarde l'hémophilie A et B, beaucoup de diagnostics sont faits chez les hommes. On a déjà vu ça bien souvent. Il y a une forte différence entre les femmes et les hommes. Et j'ai noté que les choses, toutefois, évoluent. Par exemple, la semaine prochaine, pardon, il y a un sommet consacré aux troubles de la coagulation chez les femmes et chez les filles. Donc, la FMA joue un rôle important dans l'inversion de cette tendance. Et puis, voilà un graphique que j'apprécie beaucoup, publié par la FMH qui milite pour un traitement pour tous, euh, qui redonne une place importante à la maladie de Van Willebrand. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Émilie de la FMH. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Je me charge de la dernière présentation. Euh, Merci beaucoup à nos orateurs qui ont fait une excellente présentation pour militer en faveur un meilleur diagnostic, une meilleure prise en charge de la maladie de Van Willebrand. Moi, je m'occuperai donc du registre. L'importance de ce registre, c'est qu'il collecte des données réelles auprès d'une population très large, des personnes qui atteintes de la maladie de Willebrand, de l'hémophilie, et cela génère donc des données concrètes qui nous aident considérablement à l'heure d'effectuer des recherches
ou des stratégies d'intervention, de distribution des traitements, de choix également pour privilégier certains traitements ou d'autres parce que l'on a une vision beaucoup plus claire des résultats en fonction donc de l'impact socio-économique également. Donc tout cela constitue des données euh, très très importantes pour améliorer l'expérience des patients et leur qualité de vie à l'échelle mondiale. Nous sommes donc ravis de partager cette nouvelle que le registre de la FMH désormais intègre les personnes atteintes de la maladie de von Willebrand. Nous collectons des données standardisées, données cliniques, sur le diagnostic, sur la gestion, la prise en charge de la maladie et sur les résultats en termes de santé. Je tiens à remercier beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui présents à cette réunion parce que beaucoup d'entre vous ont agi de façon très active pour rendre cela possible. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le registre, vous pouvez poster une question aujourd'hui ou surtout envoyer un email à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Pourquoi collecter des données mondiales? Nous savons tous que c'est un élément crucial, cela aide à la recherche, mais surtout, c'est très important à l'échelle internationale et dans les revenus dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, parce qu'il s'agit donc de définir une stratégie spéciale pour ce pays. Et justement, ce registre permet d'avoir des résultats par pays, par centre de traitement, par région. Donc, il s'agit de détecter des régions où il faut améliorer la prise en charge, améliorer le traitement, améliorer l'accès aux soins. Donc, c'est un élément très important, très utile. Euh, et, et au niveau du patient, c'est aussi un outil qui nous permet de mieux prendre en charge le patient, de mieux effectuer son suivi sur la durée. Et puis, notre registre également peut fournir des données comparatives entre les centres de traitement, les différents pays. Selon le niveau de revenus des pays, on peut comparer la façon dont ces pays prennent en charge les patients en fonction des solutions qui sont déjà établies pour améliorer, in fine, la prise en charge et le traitement et la sensibilisation dans d'autres pays à revenus plus faibles ou qui ne présentent pas encore les mêmes résultats. Donc, nous facilitons aussi la collaboration entre les différentes régions du monde, les différents centres de traitement, parce que cet échange est très important pour améliorer, in fine, l'accès et l'égalité d'accès aux soins des différentes personnes dans le monde entier. Donc, qu'est-ce que nous collectons précisément? Eh bien, nous nous concentrons sur trois zones différentes. Tout d'abord, la démographie. Donc, on regarde le statut marital, bien sûr, puisque la famille, les membres de la famille sont affectés de façon similaire bien souvent. Nous nous concentrons sur les données liées au diagnostic, l'historique de traitement, les antécédents de saignement, la présence ou non d'inhibiteurs également, le score BAT, le type de maladie de Willebrand en l'occurrence, les différents tests de diagnostic effectués. Et puis, nous avons toute une section sur les antécédents cliniques, donc les événements de saignement, les saignements sur les articulations, etc. Donc, cela est collecté à partir d'une observation clinique qui s'étale dans le temps pour avoir un spectre continu dans le temps euh, qui résume toute l'histoire du suivi du patient, s'il y a eu des saignements spontanés, non spontanés, quels traitements ont été mis en place, quelle a été la réaction. Et donc, nous avons également un module spécial sur la grossesse
pour que les médecins puissent signaler des événements de saignement pendant la grossesse, postpartum, et les personnes également peuvent préciser des informations sur leur propre expérience. Donc ça, c'est très important de préciser puisque ce sont des données qui concernent uniquement les femmes et qui n'étaient pas prises en compte précédemment lorsque l'on se concentrait principalement sur les hommes. Et cela nous permet bien entendu de mieux les soutenir in fine. Alors, je n'ai plus beaucoup de temps, malheureusement, pour vous montrer beaucoup les données cliniques que nous gérons, mais sachez que nous avons de plus en plus de personnes atteintes de la maladie de Van Willebrand qui se sont enregistrées. Il est important de savoir que le registre a été lancé en 2018 et depuis cette année, nous avons déjà 29 centres de traitement qui, euh, qui ont signalé, qui ont enregistré des patients atteints de la maladie de Van Willebrand. Donc, nous avons commencé seulement cette année pour la maladie de Van Willebrand. 642 personnes sont déjà enregistrées dans 19 pays. Bien entendu, nous nous attendons à ce que ces chiffres augmentent encore et nous sommes très enthousiastes à cette idée. Et nous sommes ravis de constater euh, que les résultats sont là et que cela va nous permettre de représenter toujours mieux les maladies atteintes de la les personnes atteintes de la maladie de Van Willebrand. Par rapport au travail dans les pays à faible revenu, comme vous le voyez dans cette graphique, c'est quelque chose d'attendu parce que la plupart des pays sont dans cette catégorie de revenus, mais c'est bien de savoir que nous avons 45 pays et seulement 19 ont commencé avec cette démarche. Donc, nous espérons que les données seront complétées et nous réévaluerons cette distribution au fur et à mesure que nous avancerons. Nous avons écouté la présentation de Michel et des autres collègues sur la distribution en matière de diagnostic selon les types de maladies ou dès la maladie, comme est attendu. Le type 3 est dominant. C'est le cas dans les pays à faible revenu. Donc, ce n'est pas une surprise. Et on retient la proportion des hommes versus des femmes. En théorie, on espère de voir un ratio 1 à 1, mais la réalité n'est pas tellement simple. Et ce que nous avons constaté récemment, c'est que les femmes sont plus nombreuses et pour tous les types, pour les types 1, 2, 3, nous avons plus de femmes que des hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons 19 patients avec un type inconnu. 13 de ces patients-là sont des femmes. Et c'est quelque chose sur laquelle nous essayons de jeter de la lumière pour les aider, pour améliorer leur diagnostic et les tests diagnostiques spécifiques avec lesquels elles peuvent retrouver quelques difficultés. Voilà la dernière diapo que je vais partager sur les données que nous avons. La plupart, 52% des patients sont des adultes. Bien sûr, c'est une tendance dynamique. On n'espère pas que ça va changer dans l'avenir. En général, la division sera de 50%, de 50-50. Et nous avons commencé à regarder le diagnostic, l'âge de diagnostic et l'âge tardif, surtout de diagnostic. Nous menons une comparaison entre les pays en cette matière aussi. Je crois que je n'ai pas de diapo de conclusion, mais
C'est très important de collecter les données. Il faut le faire, bien sûr, de façon confidentielle. C'est quelque chose de fondamental pour adresser tous les sujets dont on a parlé. Sans les données, on ne peut pas aller de l'avant. Donc, je vous encourage à rejoindre le registre ou bien le registre national si votre pays en a un. Et on passe à la prochaine diapo. Maintenant, je voudrais remercier le comité de pilotage, tous nos sponsors. Merci à tous. Merci d'avoir entrepris ce registre. Merci de votre attention. Merci. Je crois que euh, c'est vraiment émouvant de voir ce que l'on a fait sur le terrain. Il y a beaucoup de travail encore à faire pour donner de l'accès aux patients atteints de la maladie. Merci de cette enquête parce qu'elle adresse des situations de la vie réelle par rapport aux patients atteints de la maladie. Et merci à Augusto de sa présentation sur le diagnostic de labo. On espère que cela va être simplifié dans l'avenir. Et merci Jeko de son travail de plaidoyer. Et on ne peut pas dépendre des spécialistes d'hémostase. Donc, notre travail en tant que spécialiste de la maladie de Willebrand, c'est de augmenter la sensibilisation pour le public en général et pour les communautés pour mener des plaidoyers en matière de diagnostic. Il ne s'agit pas que des spécialistes. On doit impliquer tout le monde. Merci, Émilie, de votre travail. Je suis toujours surprise de voir la croissance des données dans le registre. Nous avons l'expérience des 500 patients atteints de la maladie de Willebrand type 3 dans seulement 6 mois. Donc, voilà l'information dont on a besoin pour montrer les divergences et les barrières que les gens peuvent retrouver dans différents endroits et l'importance d'améliorer les ressources. Je vois que nous avons quelques questions. Émilie a parlé de une question. Donc, la question d'un membre du public est la suivante. Quel est l'outil, le score de l'outil d'évaluation des saignements avant le diagnostic ou au moment du diagnostic? Comment est-ce que l'on affiche cette information dans le WBDR, le registre. Lorsque nous recueillons les données démographiques, il y a une section de diagnostic et dans cette section-là, nous avons l'évaluation BAT. Cela peut être le BAT personnel, le autobat ou un autre type de BAT ou BAT. Donc, nous mettons de la phase sur le pré-diagnostic ou le moment du diagnostic parce que c'est le premier outil pour diagnostiquer la maladie de Willebrand. Donc, si le patient a plus d'un type de BAT, il peut afficher ce score selon sa résultat. Je ne sais pas si l'on veut ajouter quelque chose. Je dirais que nous menons des plaidoyers sur l'importance d'utiliser les BAT parce que on peut avoir des niveaux variables d'expérience et même si on veut bien faire les choses, peut-être que les infirmières ou les médecins ne posent pas les bonnes questions. Donc, grâce à ce type de questionnaire, tout le monde reçoive, tous les gens, tous les patients reçoivent les mêmes questions. Donc, c'est pour les symptômes, bien sûr, pré-diagnostic, parce que si l'on commence à donner un traitement pour des procédures dans l'avenir, les scores BAT va être tout à fait différent. Donc, le score de saignement que nous assignons à un patient, c'est à partir de ces symptômes pré-diagnostic. Voilà une question pour Augusto et pour Claudia. Avec les connaissances actuelles de la maladie de Wolfram, les traitements disponibles, si l'on veut traiter un tel patient et améliorer sa qualité de vie, est-ce que nous devons vraiment les typifier? Est-ce que nous avons besoin de savoir le type de la maladie, la connaissance du type de la maladie? Est-ce que ça va changer leur vie, la qualité de vie? Claudia?
premièrement. Hmm. Claudia n'est pas audible. Claudia, vous n'êtes pas audible. Pendant que Claudia travaille avec ses problèmes d'audio, Augusto, j'ai un commentaire général, premièrement, et j'aimerais également poser une question à GECO concernant ce modèle-là qu'il a mentionné, le modèle d'unité est central, ou c'est-à-dire la dynamique en forme de toile. Donc, nous voulons fournir de l'accès au diagnostic de la même manière que nous le faisons pour l'hémophilia. Je pense que nous avons cette possibilité d'avoir un test simplifié comme l'activité du facteur 8 ou le test pour les inhibiteurs où tous les patients atteints d'hémophilie peuvent recevoir dans n'importe quel centre le facteur dont ils ont besoin, tant dans les pays développés comme les pays en développement. Donc, le diagnostic de Wilprand a 30 ans de retard par rapport à l'hémophilie. Je suis convaincue que dans les prochains 5 ans et avec la FMH, grâce à la FMH, nous allons avoir des tests simplifiés dans tous les pays. Donc, bien sûr, si et en réponse à votre question en particulier, Michel, nous n'avons pas besoin de savoir si nous avons un certain type 1, type 2, ou bien type 2A, etc. Nous devons plutôt comprendre si ces types de patients ont des antécédents sévères avec de niveaux très bas du facteur. Si nous avons la possibilité, en fait, d'avoir un médicament spécifique pour ces patients-là, nous saurons tout au début si ce patient-là aura une réponse immédiate avec un médicament qui ne sera pas coûteux et qui pourrait être utilisé de façon par voie orale, intramusculaire, nasale, sous-cutanée, sera quelque chose d'assez simple pour les patients. Donc, en réponse à votre question, nous n'avons pas besoin d'avoir un essai multiple ou pour tester, pour mettre à l'épreuve le type. On doit plutôt s'assurer d'avoir, euh, de savoir le type pour bien comprendre les patients. Si l'on a la possibilité de les traiter avec des médicaments bon marché comme la desmopressine, la DT-AVP ou d'autres médicaments plus coûteux que nous utilisons. Et je suis d'accord avec vous. Je pense que si la desmopressine est une bonne thérapie ou non, pour eux, c'est une bonne question à se poser. Euh, et surtout dans les contextes des ressources limitées. Maintenant, vous m'entendez? Oui, en fait, c'était moi qui a posé la question à vous, à tous les deux. La typification d'une personne n'est pas utile si l'on veut améliorer la qualité de vie. Je pense que au lieu de dépenser de l'argent en achetant des tests de laboratoire, je pense que c'est plus important de donner une opportunité à la DDAVP. Donc, nous devons standardiser les outils simples qui sont déjà disponibles pour sensibiliser les gens. Et avec les connaissances actuelles, c'est suffisant de savoir que une personne est atteinte de la maladie et s'il sera ou non un répondeur et une répondeuse à la DDAVP. Et c'est euh, euh, on n'a pas besoin de plus. Il faut tout simplement suivre le patient et voir si
il répond au traitement. On perd beaucoup de temps à tester les patients et je pense que c'est une de limitation au moment de diagnostiquer les gens. Un manque de traitement, bien sûr, mais aussi, ça, c'est une des questions principales. Un petit commentaire de plus. Nous devons reproduire la situation que nous avons avec l'hémophilie. Si nous connaissons exactement dans la même journée, si nous avons l'activité du facteur de Willebrand, le facteur 8, oublions le collagène, et puis nous avons le DDAVP avant et après avec le décompte de plaquettes, nous saurons s'ils ont eu une réponse à la DDAVP, DDAVP, ça va bien, mais ils ne répondent pas, ils seront considérés comme un cas sévère, comme des cas sévères qui ont besoin de concentrer depuis le début. Je pense que la typification de la maladie de Willebrand, il faut savoir que c'est un trouble qui a un nom compliqué. Euh, Nous avons des algorithmes de diagnostic assez compliqués, mais c'était un luxe académique plutôt qu'un besoin thérapeutique. Donc, nous devons euh, regarder ce trouble avec soin, même dans un contexte à haut revenu. Si on voit ce diagramme de flux, c'est un peu débordant, c'est un peu l'embarras des choix. Donc, c'est nous qui avons créé les mêmes barrières. On va passer à la prochaine question. Nous avons en question. Plusieurs hommes de type 3 ont été diagnostiqués comme des hémophiles A dans quelques régions et pour de la part d'un hématologue en Gambie. Parfois, nous avons des traitements pour la A et la B, mais pas pour la maladie de Willebrand. Donc, voilà une autre question sur les enjeux en matière de ressources. Est-ce que GECO voudrait faire son apport? Je pense que tout le monde est d'accord avec le fait que l'hémophilie est plus connue par les gens, même dans le Royaume-Uni. Mais la maladie de Willebrand, il faut reconnaître que c'est un type d'hémophilie. Euh, et les gens en général, le public en général connaît l'hémophilie comme un trouble de la coagulation, mais c'est pas le cas de la maladie de Willebrand. Il y avait une question de la part de quelqu'un de la Gambie. En fait, j'ai visité la Gambie et j'ai donné une présentation sur la maladie de Willebrand. Et après ma conférence, il y avait 25 personnes dans le public et il y en avait plusieurs femmes et elles m'ont dit après ma présentation, je crois que dans ma famille, c'est un trouble qui est présent. Euh, mais en fait, les responsables du centre d'hématologie ne pouvaient pas faire les examens de labo. Et donc, voilà les difficultés qu'ils retrouvent en matière de réactifs, etc. Donc, la FMH a un rôle très important à jouer. Donc, c'est une tendance qui est en train de se manifester, mais il faut continuer à travailler et rapidement. Nous avons une question du docteur Miette. Euh, sur les 19 centres de traitement enregistrés, combien y a-t-il en Afrique subsaharienne, surtout en Afrique de l'Ouest? Oui, j'en connais quatre pays, le Kenya, le Sénégal, la Zambie. Je ne me rappelle pas le quatre. Le Soudan, je ne sais pas si le Soudan se trouve dans l'Afrique subsaharienne. Donc, il y a une certaine pénétration, mais pas complètement. Le WBDR est une bonne ressource si vous n'avez pas un registre national. C'est un registre, en fait, qui a été créé pour aider les gens. Donc, contactez la FMH si vous vous intéressez à y participer. Je vois qu'il y a une série de questions ici de la part de Monsieur Kulkarni. Euh, le rôle de la télémédecine dans le diagnostic de la maladie de Willebrand dans un patient en virtuel. Est-ce qu'il y a une relation entre la distance et la sévérité de de la maladie de Willebrand? C'est-à-dire, est-ce que seulement les patients sévères sont reçus dans le labo central? Claudia?
Je ne crois pas que ce soit la distance qui soit un problème. Lorsque l'on a une maladie sévère, on a besoin de traitement. Lorsque la maladie est légère, surtout dans un pays où les traitements n'est pas suffisant, le fait de savoir que euh, que l'on n'a pas d'accès à un traitement, on va faire en sorte que l'on normalise la maladie. Ce n'est pas euh, en général, ce n'est pas question de distance. En général, les gens n'aiment pas être malades. Et si c'est une maladie légère, ils préfèrent vivre avec une mauvaise qualité de vie au lieu d'être stigmatisés. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas tendance à demander de l'aide. Mais c'est pas question de distance, en fait. Oui, euh, comme les règles abondantes sont un symptôme clé pour les femmes avec la maladie de Wolfram, qu'elles soient légères ou sévères, il y a une considérable stigmatisation et aussi le rejet de la thérapie hormonale parce que les voient comme une méthode contraceptive, etc. Donc cela, comme Géco a dit, ça conduit à une charge de déficience en fer. Je ne suis pas d'accord avec la considération de l'OMS de la déficience en fer comme un problème nutritionnel parce que c'est une déficience médicale. Donc, si tout le monde mange les mêmes aliments, le problème nutritionnel peut être exacerbé parfois. Et si l'on a des règles abondantes, les besoins de fer ne seront jamais satisfaits. Donc, il faut aborder la stigmatisation, il faut discuter des saignements gynécologiques et il faut dire aux patientes que nous recommandons une thérapie hormonale, pas de la contraception. La thérapie hormonale est très importante pour les règles abondantes. Bravo. J'ai euh, je le dis toujours et en permanence. Oui, bien sûr, et c'est quelque chose qui doit commencer parce que des milliers de personnes souffrent à cause des choses extrêmement simples, comme par exemple le manque d'un traitement avec de l'acide tranexamique. Oui, je suis d'accord avec Claudia. L- Les modèle ou la tendance de saignement de la maladie de Wolfram en général, les patients ne veulent pas être malades s'ils ont un problème léger ou une hémostaxie légère ou les femmes avec des règles abondantes, elles préfèrent de rester à la maison au lieu de visiter les centres. Donc voilà les problèmes avec si on considère 100 patients atteints de la maladie de Wilbrand, si l'on le compare avec les patients inscrits avec hémophilie, c'est une chose connue que dans l'hémophilie A, nous avons 50% atteints d'une maladie sévère. Dans le cas de la maladie de Wilbrand, nous avons 70% des malades très légers qui ne visiteront jamais les centres parce qu'ils pensent que c'est normal, que les règles sont abondantes, c'est ça leur vie et que c'était le cas avec leur mère et leur grand-mère, etc. Donc, ce n'est pas une inquiétude pour elles, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et lorsqu'elles ont une grossesse et elles commencent à se sentir mieux, au moment de l'accouchement, elles saignent et beaucoup avec leur premier enfant, avec leur deuxième enfant, les gynécologues peuvent se poser cette question autour des saignements abondants de leurs patients. Donc, nous avons besoin de la collaboration des spécialistes tels que les gynécologues, etc. euh, des chirurgiens oraux, etc. Mais nous devons savoir que la tendance ou la dynamique est tout à fait différente. Par exemple, en Chine, j'ai vérifié que la, dans la population, il y avait 5 000 patients hémophiles et 500 patients atteints de la maladie de Wolfram. Donc, ce sont 500 versus 5 000. Donc, voilà le vrai problème. C'est un problème de sensibilisation et nous devons améliorer la situation
avec un test qui peut être réalisé dans les mêmes ou sous les mêmes circonstances que les circonstances appliquées pour le facteur 8 dans le cas de l'hémophilie. Le facteur 8 nous avons des tests d'activité de facteurs produits par la même compagnie, la même entreprise qui produit le facteur 8. Donc, nous devons disséminer ce type de test et avec ce type de test, nous serons en mesure de résoudre le problème. Oui, Claudia voulait réintervenir. Je crois que si vous concentrez sur les femmes, il faut absolument leur faire savoir ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, parce que si vous parlez aux femmes, vous allez euh, détecter de nombreux patientes de la patiente de maladie de Van Willebrand. En fait, tout simplement, les personnes ne sont pas au courant de ce qui est normal ou ne l'est pas. Et, et comme cela a été dit, effectivement, il faut collaborer avec d'autres spécialistes. Je crois que c'est un élément clé de la coopération, collaboration. Par exemple, la déficience en fer chez les femmes euh, avec un trouble de la coagulation, il faut absolument associer l'anémie à un possible trouble de la coagulation. C'est-à-dire qu'un trouble de la coagulation est souvent l'une des causes les plus habituelles de l'anémie. Donc, il faut pouvoir immédiatement associer ces deux éléments. Et cela fait effectivement partie de la sensibilisation. Et cela fait partie directement désormais des directives de l'Association internationale des gynécologues de d'augmenter la sensibilisation à cela. Euh, mais il faut aussi que les femmes soient conscientes lorsque elles ont effectivement des saignements trop abondants. C'est une stratégie qui doit s'appliquer à différents niveaux. Alors, nous avons une nouvelle question sur est-ce que le, le graphique BAT peut être utilisé pour détecter des saignements trop abondants? Oui, je crois que c'est très utile parce que euh, cela permet également d'expliquer des symptômes des hématomes inexpliqués. Je crois que c'est un outil très intéressant. Quoi d'autre? Oui, le plus important, c'est que nous avons un score qui est bien connu de tous, mais d'autres possibilités existent. Mais ce qui est vraiment standardisé, c'est le score BAT pour la maladie de Van Willebrand. Et n'oubliez pas que cela a été spécifiquement conçu pour la maladie de Van Willebrand type 1. Et il est appliqué pour d'autres liés aux plaquettes, par exemple. Donc, je, je n'ai pas de problème à ajouter d'autres propositions, mais ce qui est vraiment standardisé pour moi, le, c'est ce score BAT. Et je crois qu'il faut lui faire confiance. Bon, et la question également qui se pose est comment gérer ces patients, comment faire face aux difficultés qui se posent. Eh bien, il est très utile est de se reposer sur les réseaux internationaux parce que certains pays ont de meilleures structures et peuvent offrir leur aide aux pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Mais ce qui est intéressant et ce que l'on entend aujourd'hui, et c'est qu'il est intéressant de savoir quels sont les besoins des pays. Parce il est inutile, bien sûr, de concevoir un programme si cela ne répond pas aux besoins des pays à faible revenu. Donc, c'est important également que les pays puissent exprimer ce dont ils ont besoin pour que nous puissions euh, clairement apporter une aide.
utile. Donc, il est important d'entendre les besoins exprimés par les personnes sur le terrain dans ces contextes. Donc, c'est important de donner la parole aux personnes. Euh, nous sommes désireux d'écouter ces retours. Alors, si vous pouviez changer une chose dans la gestion du diagnostic de la maladie de Van Willebrand, je m'adresse à tous les orateurs. Quel élément changeriez-vous en matière d'accès au traitement, donc de la maladie de Van Willebrand? Alors, je demande d'abord à Claude, à Augusto. Moi, ce que je voudrais faire pour les 3 prochaines années, vous savez qu'en 2026, nous devons célébrer la 100e année de la première publication sur la maladie de Van Willebrand. Et mon idée est d'avoir un test très simple en activité, disponible au quotidien dans de très nombreux endroits pour avoir clairement l'antigène, l'activité, et pour, euh, pour pouvoir affirmer avec sécurité que le patient donc, a la maladie de Van Willebrand ou un autre trouble de la coagulation. Donc, j'espère que nous pourrons atteindre cela en Italie et dans bien d'autres endroits. C'est vraiment ma demande et mon souhait, un test simplifié et disponible plus largement parce que tout le reste suivra ensuite. Merci beaucoup, Augusto et Émilie. Je parlerai avant tout de la sensibilisation parce que pour moi, euh, tout est là aussi et davantage de collaboration également sur les différents aspects permettant d'améliorer en fait, le fait de faire venir les patients dans les centres de traitement. Claudia, eh bien, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Moi, comme je l'ai déjà dit, j'irai m'adresser aux femmes hein, pour leur dire ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, avec des outils pour le diagnostic de façon simplifiée, plus simplifiée qu'avec une approche par laboratoire. Et puis, si l'on peut également détecter simplement une certaine activité des antigènes, même si cela n'est pas un diagnostic très précis, cela déjà donne une idée relativement précise de ce à quoi on a affaire. Alors, j'écho au micro, je crois que vous êtes très optimiste et je suis ravie de l'entendre. La FMH a fait cela avec l'hémophilie. Il est vraiment incroyable de voir tout ce qui a été accompli déjà par la FMH. Et je crois, moi aussi, que l'on peut faire la même chose avec la maladie de Van Willebrand. Merci. Je serais ravie de voir que bientôt, les membres de la FMH seront atteints de la maladie de Van Willebrand seront de plus en plus nombreux. Bien, je voulais remercier encore une fois la FMH pour avoir offert un si grand soutien à la communauté de la maladie de Van Willebrand et des troubles de la coagulation en général. Et je remercie tout le personnel administratif et je les remercie pour toutes ces conférences euh, qui, euh, qui améliorent grandement la sensibilisation sur ces questions. Donc, je tiens à vraiment les remercier. Je profite de cette opportunité. Et je suis moi aussi optimiste pour l'avenir, euh, pour le bien de toutes ces personnes atteintes de la maladie de Van Willebrand et d'autres troubles de la coagulation. Je vous invite à nouveau à envoyer vos questions par email. Nous tenterons de revenir vers vous, de vous apporter une réponse. C'est pour l'instant la première étape vers l'amélioration de la prise en charge de la maladie de Van Willebrand. Donc, chers collègues de la FMH, et si certains ont un dernier commentaire, je vous donnerai la parole et sinon, il me reste à vous remercier